Après quelques moments de vacances, le Parti pour la Concorde et l'Action politique PCAP a effectué sa rentrée politique. L'événement a donné lieu à une conférence de presse tenue au siège du parti en présence des membres du bureau, les militants et sympathisants de ce grand parti du centre allié à la majorité présidentielle que dirige le président Alexis Nzinga. Après 2 mois de vacances politiques, nous voici sur le terrain de la grande bataille politique. Nous reprenons nos activités. J'invite tous les fédéraux de reprendre activement leur travail. Je reste disposé et disponible près d'eux avec le bureau qui m'accompagne. Que nous puissions continuer à consolider notre parti, que rapidement nous puissions être aptes et présents pour tous les rendez-vous que nous avons au sein du parti, le BEN, le BP, le Conseil central et le Congrès. Alexis Nzinga persiste et signe que le PCAP se porte bien et tiendra son congrès dans un proche avenir. Je me battrai à convaincre le BEN comme le BP et le Conseil central pour qu'un congrès extraordinaire se tienne au plus tard fin avril 2023. Interrogé au sujet des cadres et militants égarés qui brillent par l'indiscipline politique, Alexis Nzinga martèle. Il y a des camarades égarés et derrière les ambitions d'une personne, le camarade Marcel Ozébé, qui est écrit voilà, parce qu'il a perdu un poste. Voilà. Tous ces camarades égarés ont toujours leur place au sein du PCAP, affirme le président national. Je tiens à vous préciser, le PCAP, ce n'est pas de la chasse à l'homme. Le PCAP, nous sommes tous responsables. Donc chacun devra répondre de ses actes devant la commission de contrôle et vérification. C'est ça. Le président n'a pas d'instruction, n'a pas d'injonction à faire là-dedans. Non, non, je ne ferai jamais d'injonction. Voilà. Je suis pour l'unité du parti, pour la fraternité, pour la franche camaraderie. Le rendez-vous est donc pris sur le terrain du travail dans un esprit de responsabilité. PCAP, tous responsables, tous responsables, tous responsables. PCAP, tous responsables. La 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain a été célébrée au Congo sous le thème « Être écrivain au Congo ». Organisée par la Direction départementale du livre et de la lecture publique en partenariat avec le Musée Cercle africain et l'Institut français du Congo de Pointe-Noire, cette journée a fait l'objet de plusieurs exposés devant quelques littéraires et élèves présents à Pointe-Noire. Après le mot de circonstance du directeur départemental du livre et de la lecture publique, l'assistance a eu droit à 3 exposés. Le premier était axé sur qu'est-ce qu'un écrivain. Donc, être écrivain au Congo, c'est assumer sa littérature nationale, assumer l'existence de cette littérature. Le deuxième exposé, quant à lui, s'est focalisé autour de l'écriture à la congolité. Un sous-thème bien développé par le professeur Yala. Être écrivain congolais, c'est avant tout être du Congo. Et être du Congo, comme cela a été dit, c'est mettre en exergue le Congo, c'est écrire la congolité et l'assumer sans complexe. Le troisième et dernier exposé était l'œuvre du professeur Bienvenu Boudimbu, lu ici par Chardin Kala, directeur départemental du livre et de la lecture publique. L'objet de la présente communication est d'étudier la dynamique de la prescription, de la médiation du livre, voire de la médiatisation de la vie littéraire dans un pays présenté comme étant celui qui compte le plus grand nombre d'écrivains au kilomètre carré. Précisons que plusieurs Congolais s'intéressent de moins en moins à la lecture du livre depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le logiciel mental, facteur déterminant de l'émergence des pays africains, est un livre de 94 pages paru en 2016. Ce livre, qui est une publication du Centre d'études stratégiques sur l'émergence économique et la gestion axée sur les résultats, a été préfacé par le professeur Luba Kabadio. Dans ce livre, l'auteur Kitsuro Firme Kinzonza fonde son analyse sur l'apport des sciences sociales. Ce docteur d'État S-Sciences économiques et diplômé de l'école du commerce de Nice estime que les Africains doivent s'approprier leur devenir par la pensée afin de prendre en charge leur destin. Nous avons considéré que chacun de nous a un programme mental. C'est ça qui fait le logiciel mental. Alors, à la différence du programme génétique qui est inné, la bonne nouvelle pour le programme mental, c'est qu'on peut le déprogrammer. Alors, quand on le déprogramme, c'est parce qu'on tient compte du fait que dans la vie,
dans la réalité, il n'y a que 3 directions pour le logiciel mental. Première direction, c'est le progrès. Deuxième direction, l'inertie. Troisième, la régression. Donc, on peut comprendre qu'un logiciel mental est toujours programmé par rapport au progrès, ou par rapport à l'inertie, ou par rapport à la régression. Mais c'est le logiciel mental qui est à l'origine des comportements négatifs ou positifs, si on prend comme référence le progrès. À l'opposé du code génétique qui détermine les aspects innés de l'homme, le logiciel mental est le fruit d'un formatage qui se traduit par un certain nombre de comportements. Effectivement, il faut passer au formatage des logiciels mentaux. On ne peut pas les laisser comme ça libres. Et c'est là qu'intervient le leadership politique. Vous prenez par exemple Kagame, il a formaté le logiciel mental rwandais pour qu'il soit orienté vers le progrès. Mais la plupart des autres dirigeants africains ont formaté le logiciel mental de leurs concitoyens de telle manière qu'ils soient orientés vers la régression, puisque tous, ils ont créé ce que j'appelle la précarité. Voilà, la précarité économique, de telle manière que tout le monde aille vers eux pour avoir accès à la richesse. Dans ce livre, l'auteur évoque aussi le drame des pays africains au sud du Sahara, l'inexistence de véritables états de droit, des facteurs du progrès socio-économique des économies africaines au sud du Sahara, puis des stratégies de déprogrammation ou de reprogrammation du logiciel mental. Au marché Faubourg, dans le 5e arrondissement Mongopoko, une partie des vendeurs est en difficulté lorsqu'il pleut. La toiture sointe par endroits et cela n'aménage guère des commerçants qui sollicitent de meilleures conditions de vente. Notre marché coule, vraiment les tôles sont trouées. On se plaint, mais on n'arrange pas. On veut qu'on puisse nous arranger le marché, partout c'est sale. Tous les tôles sont trouées, donc nous on n'arrive pas à bien vendre. Moi par contre, je vais au bord du marché là, je fais que me mouiller et les choses font que se gaspiller. Je veux qu'on vienne arranger les tôles. Et puis moi, je dois plaider ma cause durant les chefs du marché, qu'on vienne arranger là où je vends. Si on n'arrange pas, je ne peux pas. Un autre problème qui se pose ici est celui de l'acquisition des tables. Les tables sont chères. On loue les tables à 10 000 francs. Donc nous, on ne peut plus vendre bien. Quand les gens viennent vendre les choses qui quittent la cité pour venir vendre, les gens d'ici chassent les gens qui viennent amener le poisson. Donc nous, les poissons, on n'a plus le poisson ici au marché, on n'a plus assez de clients. Donc quand nous, on paye les choses fait que dormir, on n'a plus de clients. Donc le marché est devenu vide. Mais ici, le marché, vraiment, c'est très cher. Si les propriétaires de tables continuent à mettre les tables à 10 000, j'aimerais bien que la mairie vienne récupérer les tables, qu'on puisse louer même les tables à 3 000 ou 5 000 francs. Nous, on n'arrive plus. Au sujet des plaintes et certaines accusations des commerçants, Madame la registre du marché Faubourg s'explique. On avait déjà arrangé. C'est à eux-mêmes, les vendeurs, d'arranger leurs tôles. Nous, on ne peut pas prendre soin de leurs tables parce que c'est eux-mêmes qui ont placé ces tables du domaine public. Mais nous, on ne peut que réfectionner la partie des tôles qui est dans le marché. En définitive, force est de constater que plusieurs vendeurs ne veulent pas intégrer le marché construit par les autorités compétentes. Ils préfèrent occuper le domaine public en érigeant des tables de fortune qui du coup font tâche du point de vue esthétique du marché. Et après intempéries, ils sont les premiers à se plaindre. Que faut-il faire pour ces vendeurs qui occupent le domaine public avec ou sans l'accord de la municipalité de Pointe-Noire? Voilà une question difficile à répondre.